Ok, chers amis, on est à Wan Chai et je suis avec Geoffrey Wu Perrault. Il va nous raconter ce qu'il fait à Hong Kong. Ok, on fait une petite pause là avant une soirée avec un de nos membres du CFI et je retrouve notre ami Geoffrey. Et alors, je sais pas de quoi on va parler de tout. Il n'y a rien de prêt, c'est spontané. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comment ça va, Geoff? Alors ça va bien. J'avoue que je suis complètement jetlagué. Je suis arrivé avant-hier soir à Hong Kong. Et là, je crois qu'il est 18 h à peu près à Hong Kong. Ouais, C'est-à-dire qu'il est bientôt. 11 h du matin en France. Bon, ça va, hein, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses. Je suis très enthousiaste, mais j'essaie de récupérer du décalage horaire. Voilà. D'accord. Alors, c'est pas la première fois que tu viens à Hong Kong. Non, je suis déjà venu 2 ou 3 fois avant, il y a plus de 6 ans. Et dans des contextes business aussi. Mais à chaque fois que je venais au début de l'été. Et il faisait très chaud et j'appréciais pas comme je peux apprécier cette fois-ci en hiver. Ouais, parce qu'en fait, toi, tu connais la Chine, mais plutôt Shanghai. Ouais, Et le climat, il est pas aussi chaud et humide qu'ici. il est plus raisonnable. Ouais. Donc, tu aimes bien le climat raisonnable. Ouais. Et en Comme la plus, Normandie. voilà, et en plus, tu es en Normandie, tu habites en Normandie maintenant. Oui. Alors, ben, justement, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais à Hong Kong, d'où tu viens? Dis-nous tout. Alors je vais reprendre un petit peu à zéro de façon succincte tout de même parce que ça va durer longtemps sinon. À la fin de mes études, je suis parti m'installer à Shanghai en Chine où je suis resté 10 ans. Pendant ces 10 ans, je me suis mis à l'entrepreneuriat. J'ai commencé à aider des entreprises françaises à s'installer en Chine dans plein de domaines différents. C'est très varié, en allant du pneu jusqu'au parfum, en passant par le vin, les produits laitiers. On a tout fait, quoi. Et au bout de 10 ans, je me suis rendu compte qu'il était important pour moi de développer mon réseau en France et d'avoir une entité non seulement en Chine mais également en France. Donc je suis rentré en France m'installer en Normandie et maintenant ça fait 3 ans que je vis en Normandie avec une entreprise française créée, une SARL. Et donc j'ai une entreprise en France, à Paris, et une entreprise à Shanghai. Et je travaille dans ce contexte-là. Depuis que je suis rentré en France, les contacts que j'avais en Chine m'ont dit bah, tu t'as aidé des Français à venir en Chine, maintenant tu peux aussi nous aider à venir en France. Donc je travaille avec certaines entreprises chinoises qui souhaitent s'installer en Europe également. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de rentrer en France? Parce que la plupart des Français qui sont en Chine, ils ont envie d'entrer en Chine, de rester en Chine. Toi, tu avais la France te manquait. Est-ce que c'est pour des raisons personnelles? Tu avais quelqu'un qui avait envie de vivre en France? Est-ce que tu as envie de passer quelques années? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a plusieurs raisons, c'est une bonne question. La première, c'est la raison business, je dirais. Comme je disais, j'ai développé un réseau en Chine pendant une dizaine d'années et j'ai passé toute ma vie d'adulte en Chine. Donc tout mon réseau professionnel, c'était en Chine. Et c'était important pour moi, pour avancer, faire un pas de plus dans mes affaires, de me construire un réseau en France. Et pour ce faire, il fallait que je sois installé. C'est pas possible de faire des allers-retours constamment, c'est trop Et fatigant. pourquoi la Normandie et pas à Paris? Il se trouve que j'ai de la famille en Normandie et donc je me suis installé rapidement là-bas, j'ai fait une transition et par la force des choses, je me suis retrouvé installé en Normandie. Et Paris, de toute façon, si ça n'avait pas été la Normandie, ça n'aurait pas été Paris non plus. Parce que j'adorais Paris quand j'étais étudiant dans les années début 2010, mais ça a beaucoup changé, c'est assez insupportable. Donc aujourd'hui, je Qu'est-ce vais qui est encore. insupportable? C'est Les transports, la saleté. Tu vois, par exemple, on est à Hong Kong. C'est ça, on ne se rend pas compte quand on est en Asie pendant longtemps, mais on met le sac à dos dans le dos. Ça s'appelle un sac à dos, donc tu le mets dans ton dos. En France, tu fais pas ça. Tu as toujours le sac à dos sur le côté parce que tu vérifies que tu ne te fais pas voler quelque chose. Ici, ton sac à dos, dans la rue, les gens, ils ont tous leur sac à dos dans le dos. Et ça fait quand même une sacrée différence. C'est une anecdote, mais c'est une ambiance générale qui est très difficile à supporter pour moi à Paris. Le métro est sale, le RER ne fonctionne jamais. Léo, Léo que je mentionnerai tout à l'heure, vous en dira des nouvelles. C'est une catastrophe. Donc je vais à Paris régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, mais c'est pas de gaieté de cœur et j'y vais plutôt pour le travail et j'évite le métro le maximum. Voilà. Et sinon aussi pourquoi je suis rentré en France aussi dans un élan patriotique. Parce que depuis la Chine que je voyais se développer, et l'Asie en général, parce que je me baladais aussi dans d'autres pays, je voyais de loin la France qui commençait à se dégrader et je me suis dit mais déjà il faut que j'aille me faire ma propre idée. Donc est-ce que ce que je vois à la télé c'est aussi grave que ça en a l'air? J'ai constaté que oui, voire même pire. Et puis je me suis dit que j'avais le devoir de citoyen français d'aller m'impliquer
nous, dans la sphère politique, métapolitique. Pour que et ça prendre de s'améliore. la place. Oui, Et pardon. pour que ça s'améliore. en Oui, France, bien sûr. d'accord. Pour essayer de. Pour apporter quelque chose de ce que j'ai vu en Asie. Et voilà, Et participer. tu dis que ça correspondait à l'état qu'on imagine de la France, en Normandie aussi, parce que là tu viens de dire Paris, ok, mais en Normandie, dans ma tête, je pense que ça va plutôt bien. Bah, c'est vaste, c'est un vaste sujet, c'est-à-dire que ça va bien dans certaines villes. Dans les grandes villes, on a les mêmes problèmes. À Rouen, c'est compliqué, le problème d'insécurité, le problème de transport, parce que c'est aussi une ville dirigée par des écolos qui, si vous allez à Rouen, vous allez voir, hein, il y a des routes qui sont complètement coupées, complètement rouges d'ailleurs, colorées de rouge, qui laissent passer uniquement les bus. Donc tu vois, c'est une énorme gabegie Rouen sur certaines choses, même si c'est pas encore aussi grave qu'à Paris, bien sûr. L'insécurité, ceux qui connaissent Saint-Sever, ça craint pas En mal. Normandie aussi. Ouais, dans les grandes villes normandes et dans certaines petites villes maintenant. Ce qui va bien, c'est certaines petites villes qui sont encore un peu chères, un peu difficiles d'accès. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre en France, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que ce qui va pas, c'est plus une ville est accessible par les transports depuis Paris, plus c'est compliqué. En fait, si tu acceptes de faire le sacrifice de prendre ta voiture, de prendre la nationale et d'aller dans la campagne, là ça va. Mais ça va en termes de sécurité. Quoique maintenant, les cambriolages se multiplient, c'est une vraie catastrophe partout, même dans les villes qui étaient censées être calmes. Par contre, voilà, effectivement, tu dois sacrifier, pour avoir un peu plus de calme et un cadre de vie sympa, tu sacrifies un confort et je dirais une praticité de vie. C'est pas aussi pratique, t'as pas tous les monoprix partout à Paris. Quand tu compares avec l'Asie, c'est complètement un autre monde, tu dois aller faire tes courses, tu dois te faire à manger. Il n'y a pas de livraison ou alors elles prennent 2 jours. Alors enfin voilà, c'est un autre monde. C'est beaucoup plus old school que la Chine. Mais bon, ça a des bons aspects aussi. Oui, il y a du bon. Moi, ce qui me manque, quand je reviens là, ce qui manque, c'est par exemple la nourriture finalement. Alors, ce qu'on a en Asie comme nourriture, c'est très vaste, très varié, mais le fait qu'on ait des normes, j'en parle souvent, c'est que les surnormes qu'on a en France permettent quand même de manger sans se poser de questions. Alors qu'en Asie, il y a moins de normes et si on a une large variété de plats et on ne s'ennuie jamais, on a quand même, il faut quand même se poser la question de ce qu'on mange. Voilà, c'est moins régulé. Okay. Alors maintenant, tu es en Normandie depuis 3 ans, c'est ça? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu trouves que le fait que tu sois rentré en France, ça contribue à améliorer les choses? Voilà, tu fais venir des investissements chinois, je suppose, donc ça contribue à l'économie locale. Après, tu agis par d'autres moyens aussi. On s'est rencontrés au début via la politique. Tu as été avec moi militant pour Éric Zemmour. Est-ce que tu trouves que depuis 3 ans, que ce soit au niveau business et au niveau politique et tout le reste, ça a eu d'impact? Tu n'as pas de regrets? Tu es très satisfait? Tu veux rester? Comment ça se passe? Vaste sujet, encore une fois, c'est très bonne question. Ok. C'était important déjà pour moi de redécouvrir la France en pratique. Donc tu as parlé de mon implication en politique, oui, et je me suis impliqué militant Reconquête, où je suis resté jusqu'aux dernières législatives, après les élections européennes en 2024. Le fait d'aller en France et d'aller m'impliquer dans le militantisme politique de fédération de terrain, ça m'a permis de découvrir la France en accéléré. Ça m'a permis de rencontrer du monde, de m'apercevoir notamment que les militants Reconquête ne sont absolument pas racistes, parce que s'ils l'étaient avec ma tête, je n'y serais pas resté longtemps et ça serait mal passé. Donc ça s'est très bien passé, ils ont toujours été très sympas, très accueillants. Voilà, je vois déjà dans la vidéo, il y a des gens qui vont commenter tout de suite, ils vont te dire ouais, ils sont peut-être pas racistes envers les Asiatiques, mais ils sont tous racistes envers les Blacks et les Noirs. Les Blacks et les Arabes. Ah, mais les gens diront ce qu'ils veulent. Un jour, ils viendront prendre un café avec moi et on en discutera. Voilà. C'est vrai ou pas en tout cas? Non, ils sont pas racistes. Enfin, moi, vraiment, parmi les militants de Reconquête ou d'autres partis qu'on qualifierait trop facilement d'extrême droite que j'ai rencontrés, je suis tout à fait honnête à 100%, à vraiment raciste peut-être 1 ou 2 comme ça. Voilà. Mais sur les centaines que j'ai rencontrés, tous les meetings que j'ai faits, non, c'est des gens qui sont très souvent, en réalité, ce sont plutôt des Français qui sont des Français du terroir, enracinés, qui sont juste un peu désespérés de voir leur situation sociale et économique se dégrader. Quand ils pensent à l'immigration, c'est pas par racisme en fait. C'est pas un rejet de l'autre pour son ethnie ou pour sa culture.
C'est juste qu'ils aimeraient que l'État français pense à eux d'abord en priorité. Et Mais c'est ce que faisaient les partis de gauche il y a longtemps. mais c'est ce que fait n'importe quel pays qui s'appelle un pays. À partir du moment où le pays ne met plus les intérêts de son peuple en priorité, dans ce cas, c'est plus un pays. Ou alors je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais c'est pas un État au service de son peuple. Et en fait, là je dis ça, ça semble, je sais même pas, ça semblera peut-être facho pour certains, mais en réalité, aller partout ailleurs dans le monde, à Hong Kong, en Chine, à Shanghai, aller en Corée, au Japon, enfin, dans tous les pays qui marchent, à Singapour, il n'y a personne qui va vous dire que ce que je dis, c'est Après, là, justement, on est tous d'accord sur le fait de défendre son peuple avant. Après, tu as, même en dehors de Reconquête, je ne parle pas de Reconquête parce qu'évidemment, en Reconquête, je n'ai jamais rencontré de racistes. Mais dans les, on va dire, pas les militants, même les gens, la mouvance droite, moi j'ai déjà eu sur internet des gens qui disaient ouais mais tu es un français de papier, etc. Ouais, toi comme moi on est asiatique, tu vois, donc il y a des après il y a, à mon avis il y a du côté vraiment raciste et après il y a du côté pas vraiment raciste mais que pour moi je sais pas ce que toi tu en penses, d'ailleurs c'est l'occasion d'en parler avec toi. Pour moi ça peut être légitime, c'est-à-dire c'est des gens qui sont un peu identitaires, un petit peu est-ce qu'on peut dire qu'ils sont suprémacistes, etc. Mais en fait, qu'est-ce que tu penses des gens qui ne sont pas forcément racistes dans le sens où ils ont de la haine envers que ce soit les Asiatiques ou les Noirs ou les Arabes, mais en fait ils ont une préférence pour les Blancs, tout comme les Japonais ont des préférences envers les Japonais, les Chinois envers les Chinois. En fait finalement il y a pas mal de gens qui sont plutôt identitaires. Tu vois, donc en fait ça c'est un point, je ne sais pas si tu as déjà vu, j'ai déjà parlé de ce sujet. bien sûr. Moi en fait il y a des gens, je sais qu'ils ont une préférence ethnique. Mais c'est pas vraiment de la haine en tant que voilà. Donc moi je le vois comme ça. Et après, mais c'est vrai que parmi dans notre camp national, il y a des gens qui sont assimilationnistes, comme par exemple Jean Messia, etc. Et puis même Zemmour, on peut pas dire qu'il soit français de souche, quoi, tu vois. Et après, il y a des gens qui sont vraiment voilà, moi j'ai rencontré des gens qui me disent ouais mais en fait Zemmour c'est pas un vrai patriote, déjà il est pas français Zemmour. Voilà. Par contre Marion Maréchal oui voilà, pourquoi pas. Marine Le Pen pourquoi pas, tu vois. Ouais, je vois toi est-ce que tu penses un peu comme moi ou il y a un peu différemment? C'est une très bonne question et on en a déjà parlé sur l'émission Le Rooftop français. Oui d'ailleurs tu vas en parler. J'en parlais tout à l'heure mais on en a déjà parlé pas mal avec mes trois compères et on a accueilli des influenceurs qui ont des points de vue différents là-dessus. Et c'est une très bonne question. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'être français, c'est juste une histoire de valeurs et une histoire d'identité qu'on s'attribue. Et il y en a d'autres qui vont dire que pour être français, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des racines de plusieurs générations. Et donc, dit simplement, il faut être blanc, enfin, gaulois, français de souche. Ou en tout cas européen. Voilà. Je peux pas. En fait, en réalité, on s'est posé la question plusieurs fois sur le rooftop et c'est une question difficile à répondre parce que moi-même, je suis à moitié français de souche. Ma mère est bretonne, française et mon père était chinois. Et donc, de toute façon, je suis un bug. C'est difficile à expliquer pour ceux qui sont de souche d'où qu'ils viennent. Mais il faut bien comprendre que l'immigration et la diversité, c'est beau seulement pour ceux qui la voient de l'extérieur. Quand tu vis la diversité dans ton être et que tu dois te créer une identité comme immigré dans un pays qui ne te ressemble pas, bon moi de toute façon, pour moi dans mon cas précis c'est très compliqué parce que même quand je suis en Chine, je ne ressemble pas aux Chinois. Ouais, bah en fait moi aussi. Oui, voilà. Les gens peuvent croire qu'on vient d'ici, que ce soit à Hong Kong ou Shanghai, mais en fait on ne vient pas d'ici. Et puis tu n'es jamais considéré comme chez toi en fait. Ouais, en fait c'est ça. Ouais. Donc, et ça marche pour les Algériens, ça marche pour les Marocains. Donc en fait, première chose, avant d'aller plus loin sur le sujet, je tiens à préciser qu'il ne faut pas blâmer. C'est pas de la faute des immigrés si ils ont un problème d'assimilation, c'est parce que nous-mêmes on n'assume pas notre conception de l'assimilation à la nation. Et on a fait venir tellement de gens que maintenant on est obligé de dire oui t'es français, t'es français. Et puis ceux qui prennent un drapeau français, qui se le collent et puis qui n'arrêtent pas de dire je suis français, et que ça vous plaisante, je suis français, et ben, ils sautent comme des cabris sur le drapeau et puis ils essaient de se voiler la face en montrant qu'ils n'ont pas ce décalage ethnique. Et ce sujet, il faut oser l'aborder avec sincérité et avec franc-parler. C'est pas facile parce que tu passes très vite pour raciste, mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est très important, c'est que les identitaires qui ne me considèrent pas français, toi ou toi, c'est pas qu'ils me détestent et ils n'ont pas de haine envers le fait que je sois pas blanc. Seulement, ils considèrent que par mes ancêtres,
on ne vient pas du même pays. Quand je suis en Chine et que je dis que je suis chinois, les gens me disent la même chose en fait. Et ça choque personne. Si j'allais au Japon demain et que je mettais un drapeau japonais accroché à ma veste et je disais je suis japonais, mais les japonais ils me diraient mais t'es fou. Bien sûr que non. Bien sûr que non, je suis pas japonais. Donc en fait, il faut qu'on aussi, sans poser de hiérarchie, sans poser de rejet ou de haine envers une ethnie étrangère, sans xénophobie, il faut aussi qu'on se dise qu'à travers le monde, tous les pays considèrent normal d'avoir une ethnie homogène, pas absolue, mais en majorité, comme a dit Charles de Gaulle, notre cher général de Gaulle, il faut que ce soit un pays en majorité de race blanche et de culture chrétienne. C'est pas outrageux de le dire, et puis ça n'empêche pas d'avoir une minorité de diversité qui en minorité peut apporter de la valeur, on peut dire des chances pour la France. Okay. Alors justement, en parlant des minorités, moi je dis souvent que la communauté asiatique est plutôt à droite, on a beaucoup parlé de ce sujet. Tu as créé une chaîne YouTube, un podcast que tu as appelé le Rooftop Français. Est-ce que tu peux nous en parler? Quels sont les sujets abordés? Quel est l'objectif? Est-ce que tu peux nous dire Oui, alors merci. Avant tout, je dois préciser, c'est pas moi qui l'ai créé. Hein. C'est mon ami Léo qui a créé, qui est coréen d'origine, français coréen d'origine, qui a eu l'initiative de créer cette chaîne. Il a rencontré ensuite Lorraine, qui est une influenceuse maintenant sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens connaissent. Oui, ça marche bien, c'est super ce qu'elle fait. Oui, elle est passionnée. Et puis, il a aussi proposé à Jean-Alexandre, qui est policier d'origine vietnamienne, policier d'expérience, qui a 20 ans d'expérience. À Paris? Non, il était à Paris avant, maintenant il est à Lyon. Et puis moi, plus avec un regard un peu business. Donc c'est Léo, le fondateur de l'association, de l'émission. Et Léo, il fait quoi comme job? Il est ingénieur. Et donc c'est son initiative, l'idée par le Rooftop Français. Le Rooftop Français, déjà le nom, ça vient je crois que c'est dans les années 70. Ah oui, c'est vrai, je me suis posé la question. Je ne savais pas non plus, mais c'est Léo qui m'a expliqué que, je crois que c'est dans les années 70 aux États-Unis, il y a eu des violences dans la rue et des Coréens se sont mis d'accord pour se protéger et ils montaient sur le toit de leurs enseignes, parce que c'est souvent des Coréens qui avaient leur magasin. Et pour protéger leurs enseignes, ils allaient sur les toits et puis ils surveillaient. Et donc ils veillaient comme des sentinelles à la protection de leur voisinage. Et l'idée du Rooftop Français comme émission, c'est ça, c'est qu'on a envie non pas d'être une communauté d'Asiatiques en France, mais de poser un regard de personnes d'origine asiatique sur la France, en ayant du franc-parler, en proposant des solutions, et puis en donnant la parole à des gens qu'on considère qu'ils ont des choses intéressantes à dire. On a déjà accueilli, je crois, 7 influenceurs. En fait quoi, une fois par mois Alors, on a commencé par faire 2 fois par mois, et depuis 2026, on fait 1 fois par semaine. Oh, énorme. Donc ça monte, et on a des personnalités de plus en plus. Ils ont toujours été très intéressants, mais c'est de plus en plus intéressant. Je pense qu'on monte en gamme, on a de belles ambitions pour le Rooftop. Et j'espère que bientôt tu pourras venir à un de nos lives. Ouais, avec plaisir. Après, le problème, c'est toujours le décalage horaire. Justement, quand on a décidé de monter en gamme, on va s'autoriser à faire des changements de temps, de timing. Avec plaisir. Si c'est des horaires raisonnables, je veux bien. Après, je pense que ça arrangera. D'accord. Bon, maintenant, parlons plutôt de business, parce que tu es là encore pour du business. Alors, tu nous as expliqué déjà un petit peu ce que c'était, mais donc, est-ce que tu peux en dire plus? Là, on va parler de champagne, de produits que tu vas exporter. Je me rappelle, hier, tu me disais que il y a dans certains domaines, comme l'alcool, ça se vend moins bien en France, il y a des taxes aux États-Unis, donc c'est vers l'Asie. Est-ce que niveau business, tu vois qu'il y a l'opportunité pour les Français, pour les marques françaises, pour les entreprises en général, là où il faut croître, là où il faut chercher des revenus, c'est l'Asie? Oui, alors, je suis venu à Hong Kong, là pas seulement à Hong Kong, c'est-à-dire que demain je vais à Shanghai. Je viens en Chine environ 3 fois par an. C'est toujours pour des affaires, je ne viens jamais pour seulement le plaisir. Concrètement, j'étais à Hong Kong hier avec toi, Marc. Tu m'as accompagné, tu m'as permis de rencontrer
des contacts, parce que toi, tu es là depuis très longtemps et tu connais tout Hong Kong, j'ai l'impression, c'est très utile, très intéressant. Donc tu m'as permis de rencontrer des gens qui pouvaient m'apporter des informations de valeur sur un business que je suis en train de développer en ce moment. C'est un business parmi ce que je fais, mais ça peut être un bon exemple d'une des façons sur lesquelles je travaille. Ce business, c'est du champagne. Mon bon ami André, qui se reconnaîtra, est un jeune entrepreneur qui travaille avec plusieurs vignerons de Champagne. Ils ont constaté, les vignerons constatent que la consommation en France baisse de façon significative. Ils ont du mal à écouler leur stock. Mais pour exporter, pour compenser cette baisse de consommation, ils auraient besoin de plus de moyens. Ils auraient besoin d'avoir une équipe peut-être sur place, parce que même s'il y a des marchés en Asie, la concurrence est très rude. Donc on ne peut pas y aller juste en claquant des doigts comme ça a été en Chine par exemple il y a 30 ans, où le vin il suffisait de trouver n'importe quel distributeur et ça partait. Aujourd'hui c'est plus du tout ça, les marchés sont arrivés à maturation, voire saturation. Donc ces petits producteurs français ont besoin de s'unir pour travailler ensemble et avoir une force de frappe plus importante en Asie. Donc c'est dans ce cadre-là que j'aide mon ami André à explorer les marchés asiatiques. Quand on parle Asie business, c'est souvent intéressant d'avoir un pied à Hong Kong pour des raisons financières et pour des raisons de taxes, de stockage, ce genre de choses. Et en particulier pour des domaines de produits haut de gamme comme le champagne, le niveau de consommation est assez élevé. Donc c'est un bon intermédiaire pour démarrer d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'hier on a eu plein de rendez-vous sur le champagne. C'est pour m'aider André et l'ambassade champenoise. Mais il y a aussi sur d'autres produits potentiels. Alors, c'est drôle parce que je te dis maintenant parce que j'y pense. Il y a quelqu'un qui a commenté sur une de mes posts, je crois que c'est sur Telegram, la photo qu'on a partagée, les photos, il a dit mais il n'y a aucune photo de flûte de champagne ou de bouteille de champagne. Ça me fait drôle. Bah oui, en fait, bon, déjà on n'a pas eu de tasting, mais en fait il n'y a pas que du champagne. Donc j'ai mis l'accent sur le champagne de mon post, mais en fait tu fais tout en fait. Le champagne là c'est un projet qui est vraiment en phase d'exploration. Donc là je suis venu vraiment là en sentinelle pour découvrir. Donc évidemment on n'en est pas encore là, ça viendra, ça c'est en projet. Mais quand je viens ici, c'est pas que pour le champagne, j'ai beaucoup d'autres affaires. Donc là, j'étais à Hong Kong pour d'autres raisons. J'avais des rendez-vous avec des financiers pour des structures d'entreprise et plusieurs d'autres types de services. Il y a aussi des produits dans le meuble haut de gamme, ce genre de choses. À Hong Kong, c'est toujours très intéressant de façon d'y passer. Et demain, donc, je vais à Shanghai pour d'autres projets, pour d'autres entreprises. C'est parfois, en l'occurrence, je vais à Shanghai pour une entreprise qui fait des caméras thermiques. Je vais voir aussi une entreprise qui s'appelle Qnetic, qui est très intéressante, qui fait du stockage d'énergie par volant d'inertie. C'est une entreprise, une start-up qui a une très grande valeur ajoutée. Je vous recommande d'aller regarder. Je vais aller voir aussi une entreprise qui fait des boîtes de protection anti-explosion pour les mines, donc pour le travail en mine, c'est la boîte d'un ami. C'est une entreprise assez intéressante. Donc c'est pas seulement l'appareil d'anti-explosion. Maintenant ils ont développé un système magnétique qui permet de faire bouger les tapis de façon plus automatisée. Alors, je rentre pas dans le détail, mais en fait tu touches à tout en fait, toute industrie. Mon cœur de métier c'est le business franco-chinois. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de faire dans toutes les industries. Oui, alors évidemment, je ne peux pas tout faire parce que en faisant tout, c'est là où on peut faire tout pas correctement. Mais par contre, je peux avoir des contacts qui savent faire les choses. Oui, voilà. C'est vraiment, je peux faire un genre de, tu vas pas plateforme. Faire le business du nucléaire, etc. Mais en tout cas, tu as des relations, tu connais les codes culturels, etc. Voilà. C'est ça. Tu peux faire les recherches. Donc mon idée à ce jour, c'est d'aider ces entreprises françaises qui sont en difficulté, mais qui ont un énorme savoir-faire. Donc il y a deux raisons pour lesquelles elles sont potentiellement en difficulté. Ce que je constate, c'est soit les marchés européens diminuent beaucoup. Or, le marché européen, c'est là où les entreprises françaises exportent le plus. Soit on a des entrepreneurs qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite et qui ne trouvent pas forcément d'héritier business.
Et ces entreprises-là, il ne faut pas. Moi, je refuse de voir ce génie français disparaître. Et j'essaie de leur proposer des opportunités de développement en Asie. Donc de maintenir sous espèce de toit commun, de mettre tout ça, les aider en fait, être une sorte de locomotive et puis les mettre tous dans des wagons derrière et puis les aider à se développer en Asie. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok, super. Finalement, on fait plus ou moins la même chose. En tout cas, on peut conseiller les entreprises à se développer soit en Asie ou à l'international, et soit en France pour les entreprises locales, ici chinoises. Est-ce qu'il faut craindre la Chine? Est-ce qu'il y a tu sais qu'il y a même dans le camp patriote, y compris en Reconquête. Je me rappelle quelque chose qui m'avait marqué à l'époque quand Zemmour avait annoncé sa candidature à mode général de Gaulle. Il y avait quelques secondes qui parlaient de la Chine. Et je me rappelle qu'à l'époque, on m'avait dit, parce qu'on faisait campagne en Chine, il faut éviter de partager cette vidéo aux Chinois parce qu'ils vont peut-être pas aimer, etc. Il y a quand même pas mal de patriotes qui ne comprennent pas la Chine, qui se méfient de la Chine. Je l'ai vu encore, je l'ai vu dans le Livre Noir, enfin pas dans Frontières, etc. Quelquefois, ça part de la Chine, mais ils ne comprennent pas la Chine. Qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message pour que ce soit Reconquête, RN, le camp patriote, IDL, etc. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Alors moi, ce que je pense, le vrai problème, premier point, c'est que les têtes de ces partis-là savent, en majorité de ces gens-là, ils savent ce qu'ils doivent savoir. Le problème, c'est que le sujet Chine est trop délicat pour être abordé en public de façon neutre. Et donc, ils préfèrent ne pas l'aborder du tout. Et à mes yeux, je le répète, c'est une faute politique. C'est une faute de responsable politique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on ne parle pas de la Chine avec des yeux neutres et réalistes, on va contre les intérêts de la France. Je ne dis pas qu'il faut être vassalisé à la Chine, hein. On se calme tout de suite, mais il est important de la connaître. Donc, je pense que les gens qui sont responsables à haut niveau politique ont une idée de ce qu'est la Chine. Pas tous, mais certains. S'ils n'en parlent pas, c'est par souci d'électorat. Posture politique. Et ça, moi, ça me pose un problème. En fait, ça me pose un problème. C'est la même chose, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la même chose pour des sujets comme l'intelligence artificielle. En fait, ça ne parle pas aux électeurs et donc ils ne vont pas aborder le sujet. Ou très peu. Ou juste avec des phrases à l'emporte-pièce qui n'ont aucun sens. Ou d'autres sujets, je sais pas, comme le Frexit. Peut-être qu'il y en a qui vont éviter de parler du Frexit parce qu'ils veulent, etc. Ouais, c'est encore plus diabolisé, mais oui. Par exemple, c'est des sujets qui sont… En fait, toi, tu veux dire qu'en fait, eux, ils comprennent très bien que la Chine ne pose pas une telle menace, etc. Mais en fait, ils sont obligés de répondre un petit peu à la demande parce qu'il y a les Français qui se méfient de la Chine, donc ils font pareil, c'est ça? Ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, est-ce que la Chine est une menace? Oui, bien sûr. Mais… tout pays qui se développe est une menace. Les États-Unis sont une menace, tout le monde est une menace. Bien sûr. En fait, c'est ça. Donc, tous les pays sont une menace. Et en fait, les gens qui sont encore dans leur petit monde d'un siècle de paix internationale relative, doivent se réveiller. C'est pas parce qu'on a été en paix et qu'aujourd'hui, on n'a plus un seul citoyen, ou presque plus un seul citoyen français qui a connu la guerre, qu'on ne va pas la reconnaître. Le siècle de paix qu'on a eu, ou les 70 ans de paix qu'on a eu, c'est une anecdote minuscule au sein de l'histoire du monde, tu vois, de l'humanité. Donc là, c'est normal que tout s'agite. Même la géopolitique, c'est normal. Et l'essor de la Chine, pour les Chinois, c'est normal. Hein. Les 50 dernières années où ils ont eu du mal, où ils ont eu une baisse d'influence dans le monde, dans l'histoire, c'est aussi anecdotique. C'est-à-dire que sur les millénaires qui ont précédé, la Chine a toujours été au top. Pour eux, les Chinois, ils reprennent juste la place qui leur est due. C'est ça. Donc, bien sûr, on peut avoir peur de la Chine. Maintenant, même ce qu'un Chinois dirait avec l'art de la guerre, c'est que si tu as un ennemi, c'est la première personne que tu dois aller comprendre le mieux. Parfois même jusqu'à ce qu'elle devienne ton ami. C'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais en tout cas, il faut aller comprendre. Si on a peur de la Chine, alors raison de plus pour aller la comprendre. Et tous ces politiques qui ne voudront pas mettre les pieds en Chine par peur d'être accusés de relations avec la Chine, ne viennent pas, ils commettent une faute parce qu'ils ne peuvent pas voir à quoi ça ressemble. Là, on est à Hong Kong. Je vous invite, les amis, à venir voir comment ça marche, comment tout est fluide. Alors, le territoire hongkongais a été repris par la Chine et en cours de rétrocession. Et ça marche, voilà. Alors, c'est pas tout à fait pareil que le reste de la Chine, mais ça fonctionne, on est en sécurité, le business se développe, il y a des hauts débats comme partout. Maintenant, si vous voulez aller voir la Chine
continentale, vous allez à Shanghai, à Shenzhen, même dans des petites villes, vous allez, avec des millions d'habitants, vous allez voir que l'insécurité, c'est pas un problème, que les centres commerciaux tournent. Il y a quand même des problèmes, il n'y a aucun pays parfait, mais ça marche. Et pourquoi ça marche? C'est ça qu'il faut se demander. Ça marche parce on en aurait pour des heures, mais simplement, ça marche parce qu'on a un État qui n'est pas là pour empêcher les gens de faire du business et de se développer. Voilà, pour moi, c'est la première base. Ensuite, ce qu'il faut que nous, on fasse en tant que Français par rapport à la Chine, c'est qu'on s'arme, pas militairement, mais qu'on s'arme spirituellement, très important. J'entends par spirituellement, dans l'état d'esprit. Il faut qu'on arrête de dire, par exemple, oh, il faut avoir peur de la Chine. Oh, les Chinois, ils vont nous prendre notre économie. Oh, les Chinois, ils nous prennent nos technologies. Oh, les Chinois, blablabla. Pour moi, ça, c'est la culture de l'excuse que je supporte plus. Et c'est cet esprit-là qui cause la décadence de la France. Il faut que quand il y a un ennemi ou un adversaire potentiel ou un allié potentiel qui est grossi à côté, on soit capable de se dire, bon, ok, là, on a de la concurrence, on va se bouger, on va sortir le doigt du nez. Les entreprises, il faut leur laisser de l'air pour respirer. Parce que pourquoi on perd l'industrie? C'est parce qu'en fait, on est surnormé, surtaxé. Et l'équivalent des produits français qu'on a en Chine, ils sont très peu taxés. On est bien moins taxé en Chine, même continentale, qu'en France. Et puis, les gens travaillent plus. Et ils ont des coûts moindres en plus parce que l'énergie coûte moins cher. L'énergie coûte beaucoup moins cher, donc la production coûte beaucoup moins cher. C'est la base. Donc en fait, Et pourquoi l'énergie coûte plus cher en France? Aussi parce qu'il y a eu les sanctions contre la Russie. Et puis on est bloqué. Alors maintenant ça va changer d'ici 2035, mais on est accolé au prix du gaz allemand à cause de l'Arenh. En fait, on s'est mis dans des bâtons dans les roues incroyables. Et après on va dire, oui les Chinois, vous nous prenez nos produits et notre économie. Non, non, on l'a bien voulu. Et il ne tient qu'à nous, quoique s'il est encore temps, de nous réveiller et de reprendre en main nos décisions et d'avancer vers le futur. D'égal à égal, dans la mesure du possible, avec la Chine, avec des relations de réelle politique bilatérales respectueuses et saines, sans devenir vassal, mais on a suffisamment d'atouts dans les mains en France pour être un pays égal à la Chine. Ok. Bon, maintenant on a compris ce que tu fais professionnellement. Qu'en est-il de la politique? Tu continues à militer? Est-ce que tu continues à être actif? C'est quoi tes projets en fait? Est-ce que là, il y a les municipales qui arrivent bientôt pour parler de sujets d'actualité. Est-ce que tu es impliqué? Est-ce que tu vas être candidat? Est-ce que tu t'y intéresses? Tu suis? Pour la politique en général, j'ai mis ça de côté parce que la politique militante, moi, ça a été très intéressant pour moi. J'ai rencontré des gens très intéressants. Mais quand on est militant politique, on découvre un peu ce que c'est la politique. Et puis, c'est un sujet quand même on a facilement tendance à se laisser emporter dans des mauvais travers en politique. Des travers d'ego qui ne sont pas constructifs ni pour soi-même, ni pour le pays. En fait. Et j'ai découvert ça de l'intérieur et je ne trouve pas ça très intéressant. Alors après, c'est peut-être juste mon image personnelle, je n'ai peut-être juste pas rencontré les bonnes personnes. Mais bon, pour l'instant en tout cas, j'ai plus d'implication. J'ai quitté mes responsabilités chez Reconquête en 2024. Je ne suis pas aujourd'hui avec des responsabilités dans aucun autre parti. Donc je n'ai aucune responsabilité dans aucun parti. Je crois que tu étais adhérent de IDL. Oui, adhérent, mais enfin adhérent par sympathie, quoi. Sympathisant, plutôt sympathisant. Et je l'assume très bien parce que IDL, c'est le parti de Marion Maréchal. Aujourd'hui, c'est les valeurs que je pense on ne peut pas être d'accord sur tout à 100%, on n'est pas des robots, mais sur les valeurs générales, c'est ce que je pense le plus bénéfique pour la France. IDL? Oui. Pourquoi IDL et pas Reconquête? En fait, Reconquête, ce qui m'a un peu rebuté, c'est la fin c'est la séparation en fait avec Marion. J'ai pas de jugement de valeur à poser sur. Oui, mais ça c'est personnel, c'est des histoires de personnes, d'ego. Mais là, tu dis que au niveau des idées, c'est IDL qui correspond le mieux. Oui, parce que alors IDL met en avant l'importance de la civilisation chrétienne. Reconquête aussi. J'ai pas l'impression que ce soit si. IDL le fait mieux. Je sais pas s'il fait mieux ou pas. En réalité, de toute façon, IDL et Reconquête, c'est ça ce qui est triste. Ils sont séparés pour des raisons personnelles. Oui, parce que pour moi, c'est le même programme. Au final, ils disent la même chose. Voilà, ils disent plus ou moins la même chose. Moi, ce qui m'a séparé de Reconquête, c'est la suite de la séparation
et les mesures qui ont été prises en fonction et les réactions, en fait, la gestion de crise en fait. Voilà. D'accord, oui. Bah, C'est donc, la dans gestion les de idées, crise. le programme, c'est le même. On est Oui, plutôt d'accord. c'est sensiblement le même. Voilà. C'est pas vraiment, c'est vrai que Reconquête et Idéal aujourd'hui, quand tu les entends parler, bon, tu pourrais calquer ce qu'ils disent, hein, il y a très très peu de différence. Bah ouais, c'est la même chose. À À part part la- si tu veux le fait que Mario Maréchal soit catholique. Oui, alors si, il y a aussi la alors que stratégie Zemmour n'est politique. pas catholique, tu vois, ça c'est des choses comme ça si tu veux. C'est Ouais, psychologique on en dit- fait. Le programme c'est le même, mais c'est pas les mêmes personnes qui représentent. Il y a un truc qui varie quand même pas mal, c'est quand même la vision vis-à-vis du RN. D'accord, ok. Donc ça varie. C'est-à-dire que Reconquête veut vraiment se dissocier du RN, alors que IDL veut être allié du RN. C'est pas pareil, tu vois. Je dirais que Reconquête veut aussi être allié du RN, hein, mais c'est le RN qui veut pas être, qui veut pas Oui, discuter. voilà, enfin, c'est- Disons que tout ça, c'est des petits sujets en fait. Voilà. Mm. C'est typiquement c'est les raisons pour lesquelles je pense que la politique, en fait, c'est Ouais. ce qui dégoûte les gens de la politique. Ouais, on tu arrive vois- dans un débat sans fin. Ouais, voilà. Et au final, tu vois, Mm. qu'est-ce que les Français, ils ont du mal à remplir leur caddie. Ils sont en train de voir leur civilisation disparaître, et puis on est en train de se bagarrer sur des choses comme ça. Tu vois, c'est Alors justement, c'est quoi ton sentiment? Bon, maintenant on sait que tu fais une pause sur la politique. Est-ce que tu es optimiste? Toi, tu es rentré en France, donc je suppose que tu penses que pour les prochaines années, ça va bien se passer. Il n'y aura pas de guerre civile, ça va pas s'écrouler. La France ne va pas faire faillite. Est-ce que tu es bien là, tu es confiant? Tu vas rester en France pendant 10 ans, 20 ans, tu vas rester là-bas? Ou est-ce que tu as envie de revenir en Chine parce que tu te dis, oula, ça sent pas bon là? ouais, ok. Il y a plein de questions. Dans la question. C'est une bonne question. Ouais, question globale, c'est ton état Ouais, d'esprit. ok. Bon, pour la situation de la France, c'est très compliqué économiquement, civilisationnellement, au niveau du régalien, tout est très compliqué. Le seul moyen pour qu'il y ait un retournement, où je peux avoir de l'espoir, c'est qu'on a un gouvernement qui arrive au pouvoir, qui puisse prendre des décisions radicales. Est-ce que c'est le cas du RN? Est-ce que c'est Bardella, Non, moi clairement, enfin, je suis. Alors, Marion Maréchal? je sais pas. De toute façon, elle n'est pas candidate. Voilà. Mais aujourd'hui, enfin, moi, ça c'est personnel, voilà. Mais j'ai pas d'affinité pour le discours de Bardella parce que j'ai pas, peut-être, bon, disons que je me suis pas suffisamment posé la question, j'ai pas été assez loin, mais je trouve pas vraiment suffisamment de contenance, quoi. Voilà. C'est beaucoup de. Ouais, tu n'as pas senti avec Bardella ce que tu as senti avec Zemmour, quoi. Ouais. Voilà, on est d'accord. Et moi j'ai du respect pour la. Alors, je dis pas qu'il est bête, hein. Au contraire, c'est un mec intelligent, c'est certain. Mais j'ai du respect pour la profondeur et l'intelligence qu'a toujours Zemmour d'ailleurs, qu'a Marion aussi. Je vois moins ça avec Bardella. Voilà. Et sur l'État en général, Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines années? c'est soit ça, soit il y a un retour, il y a un changement de rigueur. Ça va arriver ou pas? Je peux pas, je suis pas devin, j'en sais rien. Soit il y a la chute peut que continuer de façon, à mes yeux, hein, humblement, comme la grenouille dans la casserole, de façon modérée, tranquille. Et en réalité, de toute façon, il y a des gens qui disent on va avoir un déclin de la civilisation, tout ça. Oui, c'est un peu l'idée, mais les déclins de civilisation se font pas du jour au lendemain. C'est toujours des décennies, des siècles. Même Rome, tu vois, c'est très long. Oh, de nos jours, il y a plein de choses qui passent vite, hein. C'est vrai Ça qu'on est s'accélère. on est dans une époque où tout va plus vite, qu'on ne peut pas savoir. Mais j'ai quand même espoir qu'il y ait un changement qui arrive. Parce qu'en fait, quand tu es en France, tu te rends compte que toutes les catégories sociales aujourd'hui, pendant la période de Noël, j'ai rencontré énormément d'amis qui sont dans plusieurs CSP différents, très variés. Et tu te rends compte que tous constatent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et tous, il n'y a plus de. Qu'ils soient de gauche, de droite, de tout. Ouais, voilà, on est n'importe tous d'accord sur le quel fait que milieu c'est pas social. possible. On est tous d'accord sur le fait que c'est pas possible. Donc en fait, moi, tu vois, c'est pour ça que ces trucs politiques, ça me fatigue un peu. On trouve plus de solution, vraiment. Bah, il n'y a pas de solution évidente. Mais finalement, si tout le monde a plus ou moins les solutions, j'ai l'impression. C'est juste qu'en fait, moi, c'est ça qui m'embête, c'est que tout le monde a plus ou moins les mêmes solutions. Le commun des mortels a toujours plus ou moins les mêmes solutions. Mais à partir du moment où on met ces solutions sous des étiquettes politiques, alors ça y est, là, on doit trouver des divergences. Pardon. Bon, après, si on n'a pas le choix, voilà. Bon, là, ça fait qu'on doit aller à une soirée, là, bientôt. Je te pose une dernière question. Classique, si l'élection a lieu ce dimanche, tu votes pour qui au premier tour? Oula. Imagine, voilà. Je sais pas qui est candidat, Évidemment, donc. on ne sait pas qui est candidat, mais je te dis, voilà, tu dois choisir entre Bardella, Zemmour,
ou Saragnafo ou d'autres, Oula. Retailleau, tu te situes où au premier tour? C'est une très bonne question. Imaginons que Philippe Desvilliers n'est pas candidat. Ah, honnêtement, je me suis pas posé la question. Honnêtement. Et en plus, ça dépend de plein de choses, quoi. Ça dépend des sondages qui précèdent, Ok. ce qu'on appelle le vote utile, tout ça. Donc, c'est une bonne question. Ah, je peux pas répondre là maintenant comme ça. Ok, C'est ok, tout un risque. Mais là, une question difficile. Normandie, tu vas voter pour les municipales quand même. Oui, vas mais accomplir ton devoir. oui, j'ai Il y probablement a voté. qui là-bas? Tu vas voter pour qui? Est-ce qu'il y a une liste Reconquête, une liste RN? Est-ce qu'il y a une liste IDL? Là, il y a une liste RN qui Qu'est-ce que tu réunit. En fait, il y a la liste du maire existant, qui est PS depuis très longtemps. Et puis, il y a une liste RN récente avec un candidat. Et c'est tout? Il n'y a Récent. pas de liste IDL, Reconquête? Bah, ou quoi? la liste RN, je crois, prend en compte D'accord. la plupart des autres, disons, Et étiquettes. c'est une liste officielle RN ou c'est une liste d'union qui est Je crois, soutenue je par crois, le je RN? suis, je crois que c'est RN. Ouais, je crois que D'accord. c'est RN. Donc normalement, a priori, tu vas voter pour eux quoi. Je suis même pas sûr. En fait, pour moi, les municipales, c'est très. Ça veut pas dire que je voterai pour le PS, hein. Mais les municipales, c'est très différent de la politique nationale parce que le travail des Verts, moi, je pourrais pas voter PS parce que même si le maire fait un travail, donc je suis pas d'accord sur tout, mais il travaille, même si je le considère comme quelqu'un qui avance, je peux pas voter pour lui parce que les idées qu'il défend et une victoire, même à petite échelle dans une petite ville, de sa part, renforcerait des idées qui, à mes yeux, détruisent Non, la mais France. tout est politique finalement. Ouais. Mais de là à voter pour l'autre candidat que je connais pas du tout, j'en suis pas là, je sais pas. Et puis, non, je suis pas. C'est très différent. C'est comme intéressant sujet. ce que tu me dis parce que c'est un petit peu le même problème que les consulaires. Moi je suis un élu de Hong Kong et Macao. Il y a des gens qui me disent, il y a deux écoles quoi. Il y en a qui me disent oui mais bon c'est apolitique, nous on est à Hong Kong et Macao, on s'en fiche que le gars soit de gauche ou de droite. S'il est de gauche qui fait un bon travail, je peux voter pour lui parce que ça n'a pas bouleversé les choses. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait après il y a les sénatoriales, donc les grands électeurs, que ce soit les conseils consulaires ou les conseils municipaux, ils vont voter pour les sénateurs. Donc toi en Normandie, même si le gars il fait du bon travail localement par rapport aux écoles, par rapport à l'information, par rapport à ce que les routes fonctionnent bien, etc. Une fois qu'il est élu, il devient un grand électeur pour voter au Sénat, soit pour des sénateurs de gauche, soit pour des sénateurs de droite. Donc, si tu pars de ce principe, je pense que ça vaut le coup, même si tu ne connais pas. Tu connais le maire de gauche parce qu'il n'a pas les bonnes idées, mais il est sympa. Mais l'autre qui est RN, tu ne le connais pas, mais il a les bonnes idées. Mais tu n'es pas sûr de voter pour lui. Mais si tu veux, on va dire, rendre service, je pense, au niveau politique, tu es un petit peu obligé de voter pour tes idées, même si le gars, tu le connais pas. Ou qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce qu'en fait, ton vote au municipal, il a un impact, pas que sur la Ouais, ville, bien sûr, bien sûr. sur le Sénat. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus de ça, sur les présidentielles. Parce qu'en fait, dans la liste RN, il y aura des gens qui sont aujourd'hui, qui sont personnes, mais qui vont devenir conseillers municipaux. Bien Donc, sûr, ils bien vont sûr. commencer à créer des comptes Twitter, ils vont faire le militantisme. Mais de toute Et c'est ce façon, que je vais faire à l'étranger aussi. Bien sûr, mais même la plupart des. Sur le territoire français, la plupart des candidats au municipal qui sont certains de ne pas gagner, ils participent pour se créer Bah un ouais, statut ouais. au sein du parti ou Tout à alors fait. ouais, se créer Ouais, une notoriété. ils ont fait une belle C'est une campagne, ils stratégie. se sont fait remarquer, etc. C'est un Donc moyen ça, de c'est faire important aussi. construire leur carrière politique à l'avenir. Tout à fait. Donc, moi, dans le cas de la France et de ce que je connais, en fait, maintenant, depuis 3 ans que j'ai passé en France, je suis vraiment dégoûté de la politique, en fait. Je suis vraiment dégoûté de ces mecs-là qui viennent et qui ont été recommandés par telle personne, et qui viennent construire leur carrière personnelle politique sur le dos de citoyens de communes, en fait. De citoyens de communes qu'on connaît personnellement, tu vois. Parfois, tu vas voir le boucher de ton coin, c'est ton ami, tu vois. Enfin, moi, les gens dans ma vie, je les connais bien, ils sont dans mon cœur, quoi. Et voir un mec qui vient, peu importe ses idées, en fait, et qui vient comme ça de façon très cynique en voulant construire une carrière politique sur le dos de ces gens-là, et même s'il sait très bien qu'il sera jamais élu, et peut-être qu'il sera, je sais pas, là j'ai aucun nom à proposer, tu vois, mais je sais que ça existe ce genre de choses. Je sais même pas s'il sera au conseil municipal ou quoi que ce soit, enfin même s'il y est, je sais même pas s'il participera, tu vois. Moi j'essaie de voter, de penser la politique avec humblement avec un minimum de noblesse quand même, tu vois. Et c'est pour ça que, comme je disais, je peux pas voter contre mes convictions, mais de là à voter pour le carriérisme et le développement personnel
d'un gars aux dépens des citoyens que je côtoie au quotidien, il y a quand même de quoi réfléchir. Ouais. Bon, après, le système est ainsi. Si tu veux rendre service à la droite, en tout cas aux patriotes, parfois tu es obligé de te lancer. Après, effectivement, il y a une façon de faire. Il faut être sincère dans sa démarche, tout le reste. Quoi. Bien sûr, ouais, c'est ça. Ok, super. Bah, écoute, on va à un prochain rendez-vous. Est-ce que tu veux faire passer un dernier message? Euh, J'ai énormément de messages à faire passer, mais on va résumer très vite. Je remercie Marc et le CFI de m'avoir accueilli à Hong Kong, c'était très intéressant. J'ai rencontré des gens très utiles, donc si vous avez besoin de conseils pour Hong Kong, pas de problème, direct CFI. Je serai le premier à le recommander. Et puis pour le reste, il y a beaucoup de business que je vais essayer de développer. Restons en contact tous ensemble pour les intérêts des entreprises françaises. Et puis, venez nous voir sur le Rooftop français. Rooftop français sur YouTube, on a des lives une fois par semaine et on commence à monter en gamme. Il y a plein de surprises qui arrivent. Je répète, le fondateur c'est Léo, c'est l'initiateur de la chaîne et je lui dis bonjour. Donc, salut Léo. Donc il y a Léo, il y a toi, il y a Lorraine et il y a Gia, Jean-Alexandre. Jean-Alexandre. Ok. Voilà. 3 personnes de grande qualité. Bon, salut à tous et peut-être à bientôt un jour. Ouais, sur je votre pense chaîne. que voilà, je Si m'engage pas l'occasion pour se Léo, présente. mais on sera heureux de t'accueillir. Ça marche. Merci, à très vite. Plus.